Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africap Télévision, la chaîne du continent, et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Les chiffres de la fraude et de l'évasion fiscale dont les peuples africains sont victimes du fait des sociétés multinationales sont à la mesure de l'incompétence de nos administrations et de la corruption de nos élites, ces dernières étant surtout fascinées par le lucre et les jouissances et les réjouissances auxquelles il permet de s'adonner. Regardez bien ces chiffres. Ils sont inacceptables économiquement, politiquement et moralement, tout comme sont inacceptables les chiffres et les effets induits de notre endettement à l'égard du système de Bretton Woods et consorts. Derrière les discours mystificateurs d'une communauté dite internationale, que nous relayons nous-mêmes volontiers, sans imagination et en mode perroquet, sur le thème de l'Afrique émergente, derrière ces mensonges auxquels seuls les Africains croient, la vérité vraie, si vous permettez l'expression, c'est que notre continent est programmé dans les logiciels de la dite communauté internationale pour continuer à être la manne nourricière de leur prospérité, pas de la nôtre, la manne du bonheur matériel de leurs citoyens, pas des nôtres, et la manne de l'enrichissement subsidiaire de quelques supplétifs indigènes récompensés pour services rendus comme au bon vieux temps de la traite négrière. Mais sachez avant tout, mesdames et messieurs, que ce pillage éhonté de l'Afrique relève d'abord et essentiellement de notre responsabilité individuelle et collective de citoyens africains. Aussi, à votre avis, pose en filigrane la question qui vaut ce soir. Est-ce que nous voulons continuer à être ce que la prétendue communauté internationale veut que nous soyons, c'est-à-dire des esclaves ad vitam aeternam sur notre propre continent, ou alors voulons-nous être maîtres de notre destin, tout comme le sont ceux qui nous font la leçon doctement et avec condescendance, ainsi que ce fut encore le cas à Washington il y a peu. Nous allons tenter de répondre à cette interrogation essentielle avec les contributions de nos invités que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Monsieur Modibo Mao Makalou, vous êtes économiste financier, mais vous avez été Sherpa pour l'Union africaine et le NEPAD. Alors, on va expliquer rapidement à nos téléspectateurs qui ne le savent pas ce que c'est qu'un Sherpa. C'est un conseiller de chef d'État ou d'institution pour les rencontres internationales de haut niveau. Merci. Et M. Brulai Bakayoko, vous êtes secrétaire permanent du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, souché au comité anti-dette pour le Mali. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous aurons deux duplex au cours de l'émission, après lesquels je vous demanderai de réagir, ce qui suppose que nous n'aurons pas de téléphone ce soir. Je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir d'à votre avis pour voir ce que les Africains pensent de notre problématique de ce soir. Il faut permettre à nos entreprises locales d'avoir des marchés. Parce que c'est eux que l'État peut taxer comme il veut, parce que toute l'activité de ces entreprises-là se passe sur le territoire national. Mais les entreprises étrangères, ils créent parfois des sociétés écrans qui permettent en tout cas des fuites fiscales. En général, ces multinationales sont présentes dans des secteurs dont les pays africains n'ont pas les moyens adéquats de faire face à l'industrialisation. Et les contrats miniers ou les grandes multinationales là sont en Afrique pour nous exploiter et non plutôt pour nous aider à nous développer. Je crois que les pays africains ont cultivé cette notion de dette en se disant que la dette est le seul moyen de développement. En réalité, une dette ne développe pas. Mais nous nous endettons et mieux ces dettes-là qui ont été prises par ces pays-là ne vont pas là où elles doivent aller. Il y a aussi une mauvaise gestion de cette dette. Nous avons constaté dans certains pays africains
que généralement, parce qu'on voulait attirer les investissements, on crée quasiment un statut d'amnistie fiscale pour ces entreprises étrangères. Et le plus souvent, la contrepartie économique et sociale attendue n'était pas là. Il y a également que, pour bénéficier toujours de cet investissement direct étranger, il faudrait que les États s'attellent à exiger absolument la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises. L'Afrique, c'est vraiment l'Eldorado. C'est le continent où tout est à faire encore. Et c'est pour ça que vous assistez donc à cet envahissement du marché africain par certains investisseurs étrangers. Les Africains ou les États africains continuent à développer et à fermer leurs frontières. Ceci ne permet pas de pouvoir permettre à ce que le continent puisse garder ses capitaux. C'est sûr que donc les gens qui ne feront pas leur travail, leur prestation, leur business protégé, iront vers d'autres cieux. Je pense que cette fraude, c'est un manque à gagner terrible pour nos pays africains. Parce que l'État est dépourvu de son dû. Et cela n'est pas une bonne chose. Parce que si on arrive à lutter contre cette fraude fiscale, ça permet vraiment au trésor public de se renflouer. Et c'est toujours une bonne chose lorsque le trésor a de l'argent. L'Afrique doit avoir un système de contrôle des capitaux qui vont dans les banques dans les pays étrangers et avoir un système qui permet aux Africains, aux sociétés civiles surtout, de contrôler comment est-ce que l'argent qui est versé dans les banques étrangères, de savoir ce qui se passe. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme qui va permettre aux sociétés civiles, au gouvernement aussi, qui peuvent contrôler, et je pense bien, la fuite des capitaux. Je pense que la fraude des multinationales en Afrique constitue vraiment un danger pour nos économies, en ce sens que c'est un manque à gagner. Un manque à gagner dû au fait que nos pouvoirs politiques sont aussi complices de cet aspect. Il est facile aussi de dire de ne pas s'endetter. Mais quand on est pauvre, on est obligé aussi d'aller chercher de l'argent pour pouvoir produire. Mais je crois que nous devons faire de manière à ce que nous créions de la richesse intérieure pour éviter à ce qu'on aille chercher de l'argent, comme on appelle des capitaux étrangers. Alors, Monsieur Makalou, une première réaction par rapport à ce micro-trottoir que nous venons de suivre. Tout d'abord, je remercie Africa de m'avoir adressé une invitation. Et c'est un plaisir de venir donner mon opinion personnelle sur un sujet qui est vaste, complexe, d'actualité, mais éminemment important pour nos pays. Par la même occasion, j'aimerais quand même remercier les personnes qui nous regardent. Donc, par rapport à l'actualité, lors du dernier sommet USA-Africa Business Summit à Washington, le président Obama a abordé le sujet. Il est vrai qu'il n'est pas donné de pistes pour résoudre ce problème. Aussi, cette semaine, les Nations Unies viennent de nommer une personne chargée d'enquêter sur l'impact de ces flux. Quantifier d'abord et ensuite mesurer les impacts sur les pays en voie de développement. Mais aussi et surtout, il y a le panel de haut niveau des personnalités éminentes, présidé par le président Thabo Mbeki, qui est mis en place par l'Union africaine et les Nations Unies,
qui aussi est en train de plancher sur le sujet. Je crois qu'un rapport d'étape est prévu pour ce mois-ci. C'était prévu pour le mois de juin, mais je crois qu'ils ont un peu décalé. Et enfin, la Banque africaine de développement et une ONG américaine qui s'appelle Global Financial Integrity, GFI, ont produit un important rapport à Marrakech l'année dernière lors des assises de la BAD, où des travaux considérables ont été faits et des flux importants ont été soulignés, quantifiés selon différentes méthodologies sur une période de 30 ans. Et c'est en dollars évidemment, et c'est des montants astronomiques, à vous couper le souffle. On estime qu'entre 1980 et 2009, ces montants varient. L'hypothèse basse est de 597 milliards de dollars et l'hypothèse haute est de 1400 milliards. Et même avec cela, les experts, en fonction des méthodologies, on est dans le stochastique, c'est-à-dire l'aléatoire, en plus on parle de chiffres, on est dans des fourchettes. Et donc, les experts même pensent que ces chiffres-là sont largement sous-évalués parce que la partie cash n'a pas été prise en compte. Ça, c'est en examinant uniquement les comptes nationaux des différents pays. Bien. Monsieur Bakayoko, une réaction par rapport à ce micro-trottoir que nous venons de suivre. Okay, tout d'abord, je remercie Africab d'avoir m'invité sur ce plateau, mais aussi d'avoir ouvert cet espace d'expression, d'échange d'expériences qui permet beaucoup d'avancer l'Afrique pour discuter aussi des sujets vraiment brûlants. Comme mon collègue M. Makalo a déjà planté les décors, les différents sommets qui ont été tenus, dont la problématique a été abordée. Mais ce que je voudrais, quand je regarde ces images-là, cela voudrait dire que les citoyens eux-mêmes ont un peu conscience de ce qui se passe. Mais ce que je vais vous dire, il y a eu beaucoup d'études. Sur ces questions-là, sur l'évasion fiscale, la fraude fiscale, et sur la question de la dette. Mais lorsque je vous prends par exemple les calculs du Tax Justice Network, et Réseau international de justice fiscale, dans son étude de 2005, a dit qu'il y a 11,5 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars qui sont perdus dans le monde. Et il estime le revenu annuel mondial de ce chiffre-là à 860 milliards de dollars. Et également les pertes de recettes fiscales à 255 milliards de dollars, qui suffisent largement pour financer les objectifs de développement, les OMD, les objectifs de développement lumineux. Parce que les États-Unis, en 2005, a dit que pour financer les objectifs de développement lumineux, il faut 135 milliards de dollars. Et ce montant qui va atteindre à 195 milliards de dollars. Donc, vous voyez ce que Tax Justice nous dit. Mais également, quand je prends Raymond Becker, qui est un économiste, et lui se dit que en 2005, il y a 1000 milliards de dollars qui sont perdus dans le monde, comme ça. Et la part de l'Afrique dans ça, c'est la moitié, qui est 500 milliards de dollars. Et en ce qui concerne également ce que Makalo avait rappelé, de l'étude de Global Finance Integrity sur la fuite des capitaux en Afrique, entre la période 1970-2008, il indique que 854 milliards de dollars qui sont perdus en Afrique, dont le stock de la dette, il rappelle le stock de la dette de l'Afrique à l'époque, est de 250 milliards de dollars. Et donc, en fin 2008, le stock de la dette, 250 milliards de dollars en fin 2008. Et maintenant, en moyenne, il dit que 29 milliards
de dollars ont fui le continent chaque année, dont 22 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne. Vous voyez? Très bien. Alors, c'est bien. Bon, dans l'introduction, nous avons indiqué ces chiffres-là, oui. Et c'est vrai que, d'après ce que dit GFI, 250 milliards auraient permis de régler le problème de la dette africaine à l'époque, et 600 milliards auraient pu être investis dans le développement. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Makalou, comme nous venons de le voir, ça signifie simplement que l'Afrique est une passoire fiscale. Et comme la fiscalité est un des principaux facteurs structurants du développement d'un pays, comment expliquez-vous cette situation? Comment expliquez-vous que, nonobstant l'importance de ce secteur-là, nous en soyons à constater ces chiffres qui sont proprement faramineux? On ne sait même pas ce que ça représente en réalité. Bon, merci M. Marico, mais le débat est inégal. Enfin, le combat est inégal. Si vous examinez la capacité des pays en développement par rapport aux multinationales, bon, ce n'est pas facile. C'est une asymétrie totale. Mais pourquoi? C'est la question que je pose. D'abord, ils ont l'expertise technique, ils ont les ressources financières en termes de négociation, et ça pose problème. Le dernier rapport de Fortune qui est apparu, du magazine américain Fortune, qui classe les 500 plus grandes entreprises au monde, qui date de juillet 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La plus importante entreprise au monde s'appelle Walmart. C'est une société de commerce de détail. C'est ça. Tenez-vous bien, elle fait un chiffre d'affaires de 376 milliards de dollars. Et elle a 2 200 000 employés. Vous imaginez? Donc, les entreprises multinationales, vraiment, par rapport aux capacités, elles en ont beaucoup plus que nous. Et aussi, le fait, d'abord, parce qu'on les appelle les firmes multinationales ou transnationales, parce qu'il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle je mentionne ces firmes, c'est parce qu'on estime qu'à peu près 60%, enfin, en 80% du commerce mondial est attribué à ces firmes. C'est-à-dire qu'elles commercent intra-groupe, c'est-à-dire entre elles, mais aussi indépendamment, c'est-à-dire entre des firmes différentes. Et donc, la définition d'une firme multinationale, c'est une firme qui est établie dans un pays, mais qui agit à travers ce qu'on appelle des filiales qui sont établies dans d'autres pays autres que là où la firme a son siège. C'est ça. Et donc, le siège est appelé la maison mère, et les entreprises, en généralement, il faut avoir moins de 10%. Il faut avoir au moins 10% dans une filiale pour qu'on puisse donner l'appellation filiale. Donc, à travers les chaînes de valeur mondiale, c'est des montages complexes, très sophistiqués. Vous imaginez qu'à l'heure des nouvelles technologies, aujourd'hui, l'information est instantanée, la mobilité des facteurs, que ce soit le capital, que ce soit le capital humain et le capital financier, vont à une vitesse vertigineuse. On va revenir sur le montage, parce que c'est très important et très complexe. Le temps que je demande à M. Bakayoko, vu l'importance de la fiscalité pour un pays, oui. Comment expliquez-vous le fait que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale du fait des multinationales oui. ne figure pas dans les priorités des gouvernements africains? Parce que logiquement, moi en tant que citoyen, je me dis, mais puisque c'est là qu'il y a de l'argent, pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité? D'après vous, comment on explique ça? Oui, bon, effectivement, cette question, en la posant comme ça, vous avez raison, parce que même un citoyen lambda va dire que, je vous donne un exemple. Actuellement, la loi sur l'enrichissement illicite du Mali, et cette loi n'a pas fait mention de la levée des secrets bancaires dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Quand bien même que cette loi devrait parler de ça. Mais pourquoi, d'après vous? C'est l'explication que je veux. Pourquoi est-ce que pour nos gouvernants, c'est pas important? Pourquoi? Parce que ça, je comprends pas. Oui, bon,
on ne peut pas dire que c'est pas, pour eux ce n'est pas important, mais il faut voir un peu leur relation, leur rapport avec les puissances internationales. Leur rapport avec les puissances internationales, c'est ce qui fait que ils ont une... D'ailleurs, c'est des politiques guidées, en fait. Par qui? Hein? Par qui? Hein? Par les Occidentaux, par les puissances internationales. C'est eux qui gouvernent tout chez nous, c'est eux qui décident tout. Même les lois qui sont là, je vais vous parler du code minier par exemple, mais ce code minier, il se réfère à qui? Le code minier du Mali se réfère au code minier du Canada, par exemple. Et donc, ils ont même poussé nos États à prévoir dans les textes qu'on les accorde des facilités fiscales les permettant de s'installer. Vous voyez? Donc la loi de 1991 sur les mines au Mali avait accordé aux sociétés minières de s'installer et de faire 5 ans d'activité sans payer un franc à l'État. Mais l'État a révisé le code en 1999 en changeant de 5 ans à 3 ans, mais la mine de Loulo qui a été ouverte en 2005, au lieu qu'on accorde 3 ans à cette mine, on a accordé 5 ans à cette mine. Malgré le fait que la sans plan de loi... production aussi, il faut ajouter. Mais ça, c'est une compte du fait que la nouvelle loi disait 3 ans. Oui, 5 ans ont été accordés. Oui, 5 ans ont été accordés à cette mine. Ouais, regardez également l'exploitation des carrières. Ce n'est pas que seulement le Mali, à travers l'Afrique. Mais il y a un problème à ce niveau entre les collectivités et l'État. Puisque les collectivités, les communes, ont une part dans l'exploitation des carrières sur leur territoire. Mais l'État exonore. Je prends l'exemple du cas des Indiens, des communes périurbaines de Bamako. Les Indiens exploitent les carrières et lorsqu'on les a approchés pour parler de la fiscalité, on dit non, ils ont été exonérés par l'État pendant 3 ans. Très bien. Oui. Alors, pour alimenter notre débat, je vais vous inviter à suivre le premier duplex que nous allons avoir avec M. Amadou Seck. M. Amadou Seck est journaliste senior à Financial Afrique et nous l'avons en duplex depuis Nouakchott. Bonsoir Monsieur Seck et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Nouakchott. Alors, la première des questions c'est comment selon vous se présente la problématique de la fraude et de l'évasion fiscale dans nos pays? Au niveau, à l'échelle mondiale, nous avons quelque chose comme 1260 à 1440 milliards de dollars US qui disparaissent chaque année des pays développés et qui vont gonfler des comptes ouverts dans les paradis fiscaux de certains pays riches. Ça, c'est souvent des estimations très fiables. Maintenant, le gros de ce pactole est constitué par les transferts des multinationales qui arrivent par divers subterfuges illégaux en violation de toutes les dispositions au niveau fiscal, douanier, contrôle d'échange, législation bancaire, et j'en passe à éviter les taxes là où elles mènent leurs activités. Maintenant, dans ce montant, nous avons au niveau du hit-parade des pays qui occupent justement les premières places à travers le monde, nous avons 15 pays africains. Donc c'est une manière de dire que le gros de ces fonds proviennent de l'Afrique. Alors, Monsieur Seck, quels sont les secteurs les plus touchés par ce fléau? La niche de ces transferts illégaux, c'est généralement les industries extractives, c'est-à-dire les mines, le pétrole, tout le secteur extractif minier, c'est-à-dire le fer, l'or, le bauxite, le diamant. Et nous avons également le secteur pétrolier, donc l'industrie extractive de manière générale. À votre avis, peut-on arrêter l'hémorragie fiscale et si oui, comment? Bon, le premier niveau, c'est qu'il faut d'abord une volonté politique de la part des États africains de lutter contre le phénomène. Maintenant, au-delà de notre volonté politique, évidemment, nous savons que les multinationales sont bien organisées, elles disposent de plusieurs filières à travers lesquelles elles peuvent facilement brouiller les pistes
Donc l'Afrique aura également besoin de la coopération des pays d'accueil à travers notamment la signature d'accords d'échange au niveau fiscal, des accords d'échange d'informations au niveau fiscal pour pouvoir un peu mieux maîtriser les flux. Bien, M. Makalou, vous voulez réagir sur... Oui, il va falloir quand même faire une distinction entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Ça ne veut pas dire la même chose. Allons-y, bien sûr. La fraude fiscale, bien sûr, c'est l'illégalité totale. Mais l'évasion fiscale, dépend un peu des procédures en place dans les différents pays, ce qu'on appelle en anglais les loopholes, c'est-à-dire profiter des des lois en place pour quand même faire le maximum de bénéfices. Et généralement, cela se fait de plusieurs manières. Je peux énoncer deux façons de faire cela par les multinationales. Allez-y. Il s'agit de la manipulation du prix des transferts, c'est-à-dire à l'intérieur d'un groupe, une filiale peut vendre à un prix plus avantageux qu'elle ne l'aurait fait. Elle peut vendre à un prix plus avantageux à sa maison mère qu'elle n'aurait fait à une autre firme indépendante. Mais aussi, il y a la manipulation des factures, minoration, majoration, etc. Et cela permet aussi, joue beaucoup sur le calcul des bénéfices, qui en principe doivent être, les impôts doivent être payés sur les bénéfices là où ils sont produits. C'est ça. Mais le fait d'avoir des filiales permet aux multinationales de jongler et d'essayer de produire le bénéfice aux endroits où c'est le plus avantageux. Et c'est là que rentrent en compte les centres financiers offshore, extraterritoriaux en français, où généralement on taxe très peu ou bien pas du tout les bénéfices des entreprises. Alors à ce sujet, moi je vais pour la gouverne de nos téléspectateurs, je vais vous prendre un exemple concret qui n'est pas le plus complexe, mais qui va indiquer déjà un peu comment ces montages se font. Alors prenons le cas de Google que tout le monde connaît, absolument. La société Google. Tout le monde a entendu dernièrement les problèmes qu'il y a entre Google et l'Union européenne. Alors, imaginez par exemple que Google cède ses droits de propriété intellectuelle à une première filiale irlandaise que nous appellerons Google Ireland Holding, qui est propriétaire de la marque Google en Europe. En fait, c'est une coquille vide qui possède une autre filiale, toujours irlandaise, qu'on appellera Google Ireland Operational, mais qui, elle, est une vraie entreprise et qui emploie même 2000 personnes, 2000 salariés, et c'est une société qui vend de la publicité. C'est cette dernière société qui encaisse les royalties des différentes filiales européennes de Google, puisque Google est partout en Europe. Vous suivez? Oui. Les royalties sont reversées à une troisième entité qui, elle, se trouve aux Pays-Bas, que nous appellerons par exemple Google Netherlands, qui gère les droits de la marque Google en Europe. Google Netherlands retransfère alors les royalties à Google Ireland Holding, donc la première filiale irlandaise qui est une coquille vide. Société hybride, elle dispose de 2 identités fiscales. Pour le fisc américain, elle est irlandaise, mais en fait, elle est résidente fiscale aux Bermudes pour le fisc irlandais. Résultat des comptes, elle ne paye de fisc nulle part. Et le tour est joué. Monsieur Bagago, vous avez compris? Oui, oui. Très bien. Alors, réaction. Oui, ici, moi, j'appelle ça le blanchiment des bénéfices entre sociétés et le transfert de bénéfices. Et en fait, ce transfert de bénéfices désigne les prix des transferts fixés hors marché pour les transferts des biens entre les différentes sociétés d'une même firme multinationale. Mais ce principe n'est pas respecté parce que les firmes multinationales doivent respecter les prix fixés sur le marché.
Mais ils ne font pas cela parce qu'il y a un vide juridique qui est là, qui est un manque d'échange, d'échange d'informations fiscales à l'échelle internationale. Donc cela leur permet de faire ce jeu-là pour avoir plus de ressources. Et c'est ce que Alex Cobham disait dans son rapport, que les cessions internes entre sociétés, l'argent que l'Afrique perd dans ça, c'est 50 milliards de dollars par an. Monsieur Makalou, l'exemple de Google que nous venons de voir montre que il y a derrière tout ça une haute ingénierie financière, fiscale et juridique. Et vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, les pays africains sont loin d'avoir cette ingénierie-là. Alors, comment on fait dans ces conditions pour faire face à ce problème? Comment peut-on faire? Je crois que c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, les Nations Unies viennent de s'impliquer parce que le phénomène prend de l'ampleur. Et comme je vous l'ai dit, si vous prenez le chiffre d'affaires des 10 entreprises les plus importantes au monde, ça équivaut au PIB, au produit intérieur brut de l'Allemagne, qui est la 4e puissance économique au monde. Donc, ces 10 entreprises sont plus importantes que toutes les économies au monde en dehors des États-Unis, la Chine et du Japon. Vous imaginez. Et le PIB de l'Allemagne, je crois que c'est au moins 3 000 milliards de dollars. Plus de 3 000 milliards de dollars. Et ces 10 entreprises cumulent 3 713 milliards de dollars. Deuxièmement, il y a la réglementation des multinationales n'est pas actualisée. Certaines des lois qui ont été élaborées et mises en œuvre datent des années 20, vers les années 27, quand il y avait la Société des Nations. Donc vous voyez que depuis lors, il y a quand même un bond qualitatif et quantitatif dans la mobilité. Et récemment, je crois qu'il y a eu une jurisprudence du Conseil d'État en France sur une société multimédia que je ne nommerai pas, qui avait le même stratagème que Google. Mais ce qui a été pris en compte, c'est le cycle d'exploitation complet. C'est-à-dire? Les revenus de cette société, c'était une radio. On a dit non, les clients, ceux qui écoutent la radio, sont d'un pays bien précis, du pays où c'était en France, sont des Français. La publicité est payée par des compagnies françaises. Donc le cycle complet se trouve en France et les impôts doivent se payer en France. Ça, c'est une jurisprudence du Conseil d'État. Mais il y a Amazon aussi qui fait face au même problème. Si vous voyez que les pays les plus développés n'arrivent pas à gérer ce problème, je pense que nos administrations fiscales, avec le système des filiales, ont encore beaucoup plus de problèmes. Nous allons aborder cette question à la fin de notre entretien, parce qu'il faut bien que nous abordions la question de comment on fait face à cette question-là. Mais avant, je voudrais que nous prenions notre second duplex de Niamey, et ce sera avec M. Moustapha Kadi. M. Moustapha Kadi est un haut responsable de la société civile nigérienne. C'est le président du collectif pour la défense du droit à l'énergie, CODAE, et du réseau des associations des consommateurs du Niger, RASCONI. Alors, dites-nous pourquoi la lutte contre la fraude fiscale organisée par les sociétés multinationales ne figure-t-elle pas parmi les priorités des gouvernements africains? Merci, M. Mariko, pour nous avoir conviés à cet important débat pour ce qui nous concerne au Niger. Je dois tout d'abord vous dire que la question de la fraude fiscale est d'importance majeure pour le Niger. Parce que tout simplement, pendant près de 40 ans, le Niger est une victime
Et par conséquent, nous ne comprenons pas aussi, comme tous les autres citoyens, pourquoi cette fraude fiscale ne constitue pas une priorité pour nos autorités. En fait, il y a 2 ou 3 raisons qu'on peut citer. D'abord, nous avons connaissance de certaines autorités qui ont des actions dans ces multinationales. De 2, comme vous le savez, certaines multinationales sont assez fortes. J'allais dire même piétinent notre souveraineté. Par conséquent, personne ne peut les obliger à payer les impôts et les taxes. Maintenant, troisièmement, il y a ce qu'on appelle la fraude délibérée. Certaines multinationales utilisent certains mécanismes pour tromper effectivement nos agents. Et il y a aussi, si vous voulez, on peut ajouter un 4e point, la corruption. Monsieur Moustapha Kadi, quelles sont au Niger, dans votre pays, les multinationales qui s'adonnent le plus à la fraude et à l'évasion fiscale? Donc, monsieur Mariko, pour ce qui concerne les multinationales au Niger, elles sont, j'allais dire, nombreuses. D'abord, il y a Areva. Areva, pendant 40 ans, j'allais dire même plus de 40 ans, exploite nos mines et refuse de payer la TVA, refuse de payer les impôts. C'est comme si le Niger n'a pas de souveraineté en ce domaine. Et cela constitue effectivement un danger. Parce qu'aujourd'hui, si l'État du Niger avait les ressources dans ce domaine, il pouvait renforcer ses classes, il pouvait multiplier les infrastructures, il pouvait même augmenter les salaires. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Le Niger fait face à de multiples et même multitudes problématiques, mais sans solution. Et voilà pourquoi, à chaque moment, ils préfèrent s'endetter. Aujourd'hui, nous avons la corde au cou du fait, justement, de ces multinationales. On peut citer la CNPC. La CNPC, c'est cette société chinoise qui exploite dans le domaine pétrolier et dans le domaine du gaz. Mais aussi, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les Chinois interviennent dans le domaine uranifère. Parce qu'ils ont, comme Areva, une société minière qui exploite de l'uranium à Azélique. On peut également citer les sociétés de la téléphonie cellulaire qui, chaque 5 ans, voire moins, changent de dénomination juste pour tromper nos États, juste pour éviter ou fuir la fraude fiscale de notre pays. Et donc, il va falloir ici prendre des mesures pour arrêter tout cela. D'accord, Monsieur Moustapha Kadi. Ma dernière question, c'est comment pensez-vous que l'Afrique puisse faire pour mettre fin à cette situation? Vous venez, Monsieur Mariko, de poser un sérieux problème. Je crois qu'il n'est pas facile d'arrêter la fraude fiscale. C'est même de l'utopie. En tout cas, ce n'est pas possible dans ce bas monde. Mais on peut la tenir à travers la sensibilisation, à travers la prise de conscience de nos autorités, c'est-à-dire dès maintenant commençant à les rendre sensibles. Faudrait-il que ces autorités qui viennent, qui veulent construire l'Afrique, qui veulent construire nos pays, prennent effectivement des mesures pour respecter, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la souveraineté de nos États. Prennent des mesures pour faire payer ces multinationales. Parce que je ne comprends pas pourquoi elles refusent de payer. Cela ne s'explique pas. Mais aussi, il y a lieu de lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption dans nos États. Mais aussi, vous savez, ces sociétés, M. Mariko, chaque 5 ans, puisqu'elles bénéficient de certaines détaxes, elles changent de domination. Donc, il faut revoir nos textes pour effectivement arrêter cela. Ensuite, il y a la question de la pénalité. Je pense que si ces sociétés multinationales continuent à frauder, continuent à tricher dans nos pays, il faut renforcer la pénalité. Par exemple, l'amener, pourquoi pas, à 100%. Lorsque une société multinationale
trompe ou vole l'État, il faut la mettre en demeure et il faut la sanctionner avec toute la rigueur. Je crois qu'en ce moment, certainement que certains vont avoir peur et certains vont faire marche arrière pour respecter au moins nos États. Lorsque un pauvre qui a à peine $1 par jour paye ses impôts, pourquoi une multinationale qui bénéficie de milliards et de milliards grâce à nos ressources pétrolières, grâce à nos ressources minières, mais très malheureusement refuse de payer? Parce que tout simplement, personne ne peut dire un mot et personne ne peut dire écoutez, on arrête ou bien on les chasse. Je crois que c'est le lieu ici de parler de la décision une année du président tchadien. Nous le saluons parce que lorsque les sociétés multinationales américaines avaient refusé de payer les impôts, il a tenté de les chasser. Et donc, voilà ce qu'il faut faire au Niger. Actuellement, nous n'arrivons pas à signer la convention minière avec Areva. Du fait que Areva ne veut pas payer la TVA et l'État du Niger continue à marcher en reculant. Parce que tout simplement, les Nigériens de leur ensemble cette fois-ci ont dit non. Ils restent debout et ont décidé d'amener l'État de faire payer du moins Areva. Areva doit payer la TVA, Areva doit payer tous les impôts conformément à la loi minière de 2006. Mais nous observons, même à travers, par exemple, la convention politique, si on peut l'appeler comme telle. Mais Areva, effectivement, ici, a décidé de ne pas payer certains impôts. Alors pourquoi? Pourquoi pendant que nos enfants, nos populations meurent de faim, meurent de maladie, nous sommes inondés, nos fonctionnaires sont mal payés, et pourquoi on va continuer à fermer les yeux sur certaines sociétés? Je crois qu'il faut arrêter tout cela. Et nous appelons ici nos autorités à prendre leur courage dans les deux mains. C'est vrai, certains chefs d'État en Afrique ont peur de Areva. Alors il faut qu'ils cessent d'avoir peur d'Areva. Areva n'est pas un diable. Areva n'est pas un dieu. Donc, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont leur population derrière eux pour faire avancer nos pays. Merci, Monsieur Moustapha Kadi, et bonne soirée à Niamey. Merci encore pour cette contribution conscientisante pour les peuples africains. Monsieur Bakayoko, oui. Votre confrère du Niger vient assez longuement de s'exprimer. On a senti une espèce de cri du cœur sur notre problématique. Comment réagissez-vous à ces propos? Oui, bon, comme je disais, puisque vous avez les puissances internationales et les institutions financières internationales sont au service de leurs multinationales. Ils sont au service de leurs multinationales et vous verrez que beaucoup de conventions qui existent entre nos États et de ces institutions et de ces puissances-là mettent beaucoup l'accent sur ces questions-là. Oui, quand il dit qu'Areva refuse de payer, mais au Niger, l'administration fiscale, qui est là, bon, les différentes autorités, le ministre des Finances, tout, ils sont tous au courant. Mais pourquoi Areva ne paye pas? Oui. Et donc, cela dit également, nos dirigeants politiques, ils ont aussi leur argent caché dans les paradis fiscaux, dont le nombre aujourd'hui, il y a 72 paradis fiscaux à travers le monde. Et donc, dans les négociations, on force même la main de nos dirigeants. S'ils n'acceptent même pas, bon, vous avez votre sou qui est dans le paradis fiscal là. Donc, vous n'allez plus avoir accès à ça. Je vous donne le cas de Mobutu, de la RDC.
Même ses propres héritiers ne peuvent pas accéder à son compte en Suisse aujourd'hui. Et la Suisse est le seul pays dont ils n'entendront pas qu'il y a grève des travailleurs. Monsieur Makalou, j'ai retenu quelque chose dans ce que Monsieur Moustapha Kadi nous a dit de Niamey qui me paraît proprement scandaleux. Il dit certains de nos dirigeants sont actionnaires de ces sociétés-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que ceux qui sont chargés de défendre les intérêts du peuple ont leur propre argent dans les sociétés qui grugent le peuple. Comment c'est faisable ça? Je vais nuancer un peu vos propos parce que moi-même j'ai eu à travailler pour une compagnie pétrolière qui est la seconde plus importante compagnie au monde il y a une vingtaine d'années. Je travaille aussi pour une compagnie minière qui fait partie des 10 compagnies les plus importantes au monde. C'est-à-dire les enjeux, les sommes sont astronomiques. Oui, mais nos peuples, oui, mais M. Makalou, est-ce que nos peuples ne valent pas que leurs intérêts soient défendus parce que de l'autre côté, il y a ces multinationales? Tenez-vous bien, aux États-Unis, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? La Bank of America, une des plus importantes banques des États-Unis, a été taxée par la justice. Elle doit payer 17 milliards de dollars pour avoir grugé les citoyens américains sur la crise de subprime. On ne dit pas que c'est... Non, c'est pas ça. Pourquoi notre justice, elle ne peut pas faire de même? Le débat, à mon avis, le débat est inégal parce que, comme vous l'avez montré sur votre charte, les flux illicites, il n'y a que 3% qui peuvent être attribués à la corruption. C'est une goutte d'eau dans la mer. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Évidemment, la gouvernance est toujours importante parce que c'est les ressources publiques. Plus il y a de corruption, moins il y a de ressources publiques qui peuvent être attribuées aux dépenses sociales et aux dépenses d'investissement structurants et productifs. Mais je dis que ce phénomène, pour le combattre, il faut que les États s'unissent. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Justement, je voudrais que nous abordions cet aspect de la question. Oui. Comment est-ce que vous pensez, moi j'avais une idée comme ça, je vous la pose à tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre en place une autorité fiscale mondiale qui gère ce dossier, puisque les Africains manifestement ne peuvent pas? Est-ce qu'on peut s'en tenir à une démarche mondiale? Mais vous savez, c'est-à-dire il y a des mécanismes en place, mais comment elles n'ont aucun pouvoir au niveau mondial? La gouvernance mondiale ne permet pas, c'est-à-dire on sait qui fait quoi. Par exemple, vous avez la Banque des règlements internationaux qui est basée à Bâle en Suisse. Si on faisait du reporting au niveau de chaque pays, c'est-à-dire dans chaque pays, la société qui opérait là-bas faisait ses déclarations là-bas et que chaque institution financière, banque et centre financier extraterritorial ou offshore reportait chaque année à la BRI, je pense que le problème serait résolu parce que là, on identifierait tous les comptes et toutes les transactions. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Bon, Monsieur Bakayoko, je vous donne la parole. Nous sommes à la fin de l'émission. Comment entrevoyez-vous la résolution de cette problématique-là? Parce que les pays africains ne peuvent pas rester les bras croisés quand même devant ce pillage systématique dont une bonne partie d'ailleurs est légale, d'après ce que vous nous dites. C'est de l'évasion fiscale. Alors comment on fait? Oui, bon, la société civile, est-ce qu'elle a un point de vue par rapport au règlement de cette question? Oui. Effectivement, il faudrait qu'il y ait une coopération entre administrations fiscales au niveau à l'échelle internationale. Mais aussi, il faudrait lever les obstacles liés à la coopération judiciaire pour la résolution de ces questions-là. Ouais. Mais il faudrait une complémentarité aussi entre États. Parce que moi, ce qui est bon aujourd'hui, il faudrait que les institutions financières africaines prennent ce dossier au sérieux, qu'elles prennent ce dossier à main, tel que l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA. Ouais. Et l'Union africaine lui-même qui estime à 148 milliards de dollars liés à la corruption, il faudrait qu'ils prennent ce dossier-là à main. Et donc, le problème, il est difficile de lutter contre, mais lorsqu'il y a une volonté politique, on ira vers. Très bien.
Nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne la parole pour la conclusion. De votre point de vue, vous qui fûtes un Sherpa, donc vous connaissez les arcanes de la gouvernance nationale et régionale, même continentale. Comment voyez-vous cette situation? Parce que lorsqu'on dit que la fraude et l'évasion fiscale, c'est 1000 morts par jour dans les pays du Sud, c'est probablement immoral. Merci, M. Mariko. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui ressort clairement des différentes études qui ont été menées, c'est que l'Afrique est en position de créancier net vis-à-vis du reste du monde. Ça, c'est clair maintenant. Mais comment maintenant accéder à ces ressources? Si vous voyez les flux qui rentrent et les flux qui sortent, il y a une inégalité bien constatée. Il y a beaucoup plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Par exemple, si je me réfère aux chiffres sur les données de 2013, en 2006, il y a 37 milliards de dollars qui ont été investis en Afrique, mais en 2012, c'est 46 milliards. Mais les montants dont nous parlons maintenant sont assez élevés et nous n'arrivons pas à les quantifier tous. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est que l'Afrique a toujours été vue sous le prisme de la misère, des pandémies, catastrophes naturelles. Mais on ne parle pas de la croissance africaine, la région africaine qui est la seconde région la plus dynamique après l'Asie du Sud-Est, Chine et Inde compris. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant les Africains, même en Afrique même, il y a un changement de paradigme. On est en train de mener des réflexions au niveau de l'Union africaine de très haut niveau. Et lorsque j'étais Sherpa en 2011 pour Busan, il y avait 3000 participants. Et les accords que nous avons eus là-bas concernaient le fait que maintenant nous voulons une coopération plus efficace au service du développement. Cela veut dire que nous ne voulons pas être dépendants de l'aide au développement. Nous voulons explorer d'autres mécanismes, la mobilisation des ressources internes. Parce que c'est ça, à terme, qui va permettre de financer non seulement nos priorités nationales, mais aussi, ce sont des ressources pérennes. Et donc, c'est ça l'aspect le plus important. Nous voulons aussi nous appuyer sur parce que c'est le mandat qui avait été donné au Sherpa, a été approuvé au niveau des 54 chefs d'État de l'Union africaine et du NEPAD. Et en fait, c'était un processus inclusif où il y avait les parlementaires, la société civile, le secteur privé et les États qui ont quand même mis sur la table les priorités des États, c'est-à-dire comment renforcer les capacités nationales, le capital humain, mais aussi comment renforcer les procédures nationales et les systèmes nationaux. C'est-à-dire ça concerne aussi le système fiscal. Comment est-ce qu'on peut renforcer davantage et le rendre plus productif et au service des populations pour améliorer leur bien-être. Merci M. Bakayoko, merci M. Makalou de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Je vais juste vous lire une citation pour que nous nous séparions avec de quoi réfléchir. Et c'est une citation de George Orwell. George Orwell est pour moi, c'est très subjectif, c'est l'un des plus grands écrivains britanniques du XXe siècle. C'est lui qui est l'auteur du célèbre 1984, dans lequel il a créé le concept de Big Brother. Big Brother qui est le symbole de la tyrannie totalitaire la plus absolue. Autoritarisme. Et voilà ce que dit George Orwell, je le cite. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, ce peuple-là n'est pas victime, il est complice. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, je vous invite à discuter de l'état d'avancement des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, où en est l'Afrique. Comme vous le savez, l'an prochain, c'est 2015. Il faudra bien qu'on fasse le point. Alors, je vous invite à y réfléchir. Et puis, rendez-vous vendredi prochain pour en discuter. Et comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos idées, vos questions, vos commentaires au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Merci de continuer à nous faire confiance. Excellente soirée chez vous et à vendredi.